Nous sommes à la dernière ligne vers les élections, mesdames et messieurs. Donc la dernière semaine, presque la dernière semaine de la campagne pour les élections dans notre pays. Et pour ce dimanche, nous avons le réel plaisir de recevoir un jeune parce qu'il y a beaucoup qui parlent de rupture, de changement de la classe politique ou du renouvellement de la classe politique congolaise. J'ai le plaisir de recevoir Patrick Chivava, président de l'ADN. Et avec lui, nous allons décortiquer les temps forts de l'actualité de cette semaine qui a été très riche en informations. Très heureuse de vous recevoir, Patrick Chivava. Merci beaucoup, Madame Paulette. Candidat à la députation, double brassard? Oui, si on peut le dire, candidat au Mwamba, numéro 111, et acquisition pour le provincial, numéro 23. Beaucoup de gens disent ne pas comprendre cette technique que vous avez de vous présenter pour les deux élections, nationales et provinciales. Est-ce que ce n'est pas un peu de la triche, là? Parce que si vous êtes élu à la députation nationale et les provinciales en même temps, comment ça va se passer? Quel sera votre choix, votre premier choix? Déjà, les mêmes personnes qui ne comprennent pas c'est fait, moi je ne le comprends pas parce qu'en 2006, il y a eu des candidats présidents et députés nationaux, ils ont trouvé ça normal, et en 2011 aussi, pourquoi seulement lorsqu'il y a l'organisation jumelée des législatives nationales et provinciales, ils doivent trouver ça normal. Je pense que c'est pour des raisons politiques et stratégiques. Alors comme les ABC de la stratégie ne permettent pas assez que l'on dise les contenus de nos stratégies, on préfère peut-être les garder. Mais sinon, ce n'est pas de la triche, ce n'est pas aussi de l'égoïsme, c'est toujours dans le sens de vouloir servir sa communauté que nous avons préféré postuler pour les deux élections. Nous savons que nous allons gagner les deux. Question cruciale que l'on pose, l'affiche de Chivava. Vous allez parler à vos électeurs, Patrick Chivava, et je crois que la question que l'on se pose, pour le président, on doit voter qui, selon vous? Notre parti politique, qui est les partis phares de la nouvelle classe politique, je dois le préciser bien. Vous avez parlé des gens qui parlent de la rupture et du renouvellement. Je les signale que nous sommes les premiers à en parler. Et nous sommes même le parti qui détient l'essence même de la vision du renouvellement de la classe politique. Nous sommes en négociation avec certaines formations politiques. Jusque-là, nous n'avons pas encore fini. Alors, nous ne savons pas comment vous dire qui voter, mais nous avons des préférences. Et nous avons beaucoup avancé avec une formation que vous allez connaître d'ici là. Nous préférons bien garder la primaire de cette annonce à nos bases, comme on parle trop des bases ces jours-ci. Nous allons organiser une communication en interne d'abord, et après, on va faire appel. C'est pas une façon de se défiler devant moi, hein, Patrick Chivava. Mais on peut déjà avoir cette tendance, majorité ou opposition déjà pour les candidats? Déjà, nous allons soutenir les candidats d'opposition parce que nous ne sommes pas un parti au pouvoir. Ok. Nous prenons le tout premier thème, mesdames et messieurs. C'est l'information vraiment marquante de cette semaine. C'est l'incendie dans le dépôt de la CENI, dans la commune de la Gombe. Vous le savez, cette semaine, plusieurs kits ont été brûlés. Selon la CENI, en tout cas, selon le point de presse, en tout cas, il y a eu des centaines, des milliers de kits qui ont été détruits. Mais nous allons avoir beaucoup plus de précisions lors de ce premier condensé. S'il vous plaît, le premier condensé à Gla. Selon le communiqué de la CENI, c'est vers 2 h du matin qu'un incendie s'est déclaré au dépôt de la CENI situé sur haut commandement dans la commune de la Gombe. Cet incident a eu lieu à la grande surprise des agents de la CENI, des acteurs politiques, de la société civile, des organisations et de la population congolaise. La CENI dit ouvrir une enquête pour déterminer l'origine du feu et évaluer le dégât causé par cette tragédie. La CENI, à travers son communiqué, rassure la communauté nationale et internationale que cet incendie n'handicape en rien la poursuite du processus électoral. Pour Corneille Nangaa, président de la centrale électorale, à 10 jours des scrutins, cet incendie est un coup dur pour la ville-province de Kinshasa, alors que les matériels électoraux ont déjà été déployés dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. En attendant les estimations définitives des dégâts matériels causés par cet incendie, Corneille Nangaa a donné son bilan provisoire. La CENI constate que le feu a consumé les matériels des 19 sur 24 communes de Kinshasa, soit près de 8000 machines à voter sur les 1368, 3774 isoloirs sur le 8887, 552 kits bureautiques sur le 8887, 1791 encres indébiles. La centrale électorale constate également que 800 nouvelles motos et 15 véhicules ont été détruits, mais aussi près de 9500 batteries externes.
Malgré cette situation, Corneille Nangaa ne s'est pas empêché de rassurer les peuples congolais de la poursuite du processus électoral conformément à son calendrier. S'agissant de la ville-province de Kinshasa, le président de la Commission électorale nationale indépendante a fait savoir que des dispositions utiles sont prises après l'évaluation technico-opérationnelle préliminaire afin de garantir et de poursuivre sans faille le processus électoral. Le président de la CENI va profiter de cette occasion pour rappeler les codes des bonnes conduites des partis politiques, ce après les dérapages constatés récemment pendant la campagne électorale. Il s'agit entre autres du rejet de toute forme de violence et la détermination à lutter contre la violence et des destructions pendant le processus électoral, mais aussi combattre toutes sortes d'antivaleurs liées à la proclamation des résultats électoraux. Nous avons suivi, selon Corneille Nangaa, et en tout cas les machines de plus ou moins 19 communes sur 24 qui ont été détruites. Alors, Patrick Chivava, candidat à la députation dans la circonscription du Moamba, est-ce que vous rassurez votre base? Est-ce qu'il y aura réellement les élections d'ici 9 jours, je pense? 7 d'ailleurs, 7 jours. Est-ce qu'il y aura réellement les élections la semaine prochaine? Oui, je peux rassurer mes sympathisants et aussi les membres de mon parti qui auraient élection le dimanche qui vient. Ça, c'est sûr. Bon, ce qui est arrivé, c'est arrivé. Ce sont des actes déplorables. Moi, j'ai dit que ce sont des actes de terrorisme. Il faudrait vraiment que le procureur général de la République ouvre une action judiciaire pour terrorisme contre l'inconnu. Je ne veux pas vraiment m'atteler sur les responsables. Je pense qu'avec les enquêtes, on pourra trouver. Et aussi, les problèmes avec la responsabilité des gens, tôt ou tard, ça arrive toujours à être mis à jour. Mais le plus important, c'est que nous devons nous tous condamner pareille action et surtout pareille façon de voir les choses. Si vraiment ces incendies ont été faits pour des raisons politiques, moi je pense que nous avons oublié les bons sens et nous avons oublié les comportements politiques habituels que nous avons. Nous devons nous focaliser sur les élections. Les dimanches prochains, il y aura élection. Ceux qui ont été retenus, ils doivent continuer leur campagne pour que ces jours-là viennent les voter. Mais cela n'a pas démoralisé un peu les troupes parce que 19 communes, 19 machines pour les 19, pardon, plus de milliers de machines pour les 19 communes ont été détruites. Est-ce que cela n'a pas démoralisé un tout petit peu les troupes? Comment vous sentez vous-même cette campagne, Patrick Chivava? Je pense que cette histoire a quand même démobilisé, mais il est aussi de notre devoir, nous qui sommes candidats, de fournir un effort, de rappeler à nos électeurs qu'il y aura bel et bien élection, et que le 23 décembre, il faudrait qu'ils quittent chez eux à 6h ou à 8h ou à 15h comme ils veulent pour aller dans le bureau de vote et réclamer les élections. Patrick Chivava, les gens ne comprennent pas comment l'entrepôt où est emmagasiné des kits électoraux, on peut dire même des produits assez stratégiques ou même sensibles, que cela ne soit pas protégé, qu'il n'y ait pas comment on appelle ça d'ailleurs pour éteindre le feu, le nom même m'échappe, les extincteurs, merci Patrick, il n'y a pas d'extincteurs et tout ça. Comment on peut laisser ces machines dans un endroit, on a dit que c'était dans un endroit pas très bon, pas de climatisation, rien du tout et tout ça. Comment on a pu jeter cela dans un endroit pareil? Oui, c'est comme je viens de dire, les responsabilités doivent être mises à jour de part et d'autre. Chacun, par rapport à son niveau, doit répondre pour les actes qui ont été commis, que ce soit les gens qui ont incendié, que ce soit les gens qui devraient protéger, ou bien que ce soit les gens qui devraient gérer la CENI, c'est-à-dire gérer aussi la logistique de la CENI. Mais à l'intérieur aujourd'hui, merci à actualité.cd, merci à toi Stani Boujakera, parce qu'avec vous, nous avons vraiment les informations du Congo profond et ça nous permet d'enrichir aussi. C'est ça la confrérie, comme on dit. Nous avons encore appris qu'à l'est de la République, on a attaqué encore de bureaux, sont entreposés de matériel de la CENI. Alors, comment on ne parvient pas à protéger comment ça va se passer si on ne protège pas ces kits électoraux à l'intérieur de la République démocratique du Congo? Au fait, c'est un peu ça les problèmes que nous avons lorsque une Assemblée nationale s'est réunie et préfère changer la loi sans même s'inspirer des conséquences qu'il peut avoir. Alors que la loi était très claire qu'à 3 mois avant les élections, tous les membres du gouvernement qui postulaient devaient démissionner. En complicité, la majorité de l'opposition se sont réunis au Parlement et ont changé cette loi pour permettre à ce que les membres du gouvernement restent membres du gouvernement et soient candidats. Alors que nous avons des problèmes de sécurité.
le ministre, disons, le vice-ministre en charge de la sécurité, il est en train de battre campagne. De l'intérieur aussi. Voilà, donc il est en train de battre campagne au lieu de s'occuper de la sécurité travail. du peuple congolais. Alors, je pense qu'avec la nouvelle législature dont nous allons faire partie, nous allons vraiment lutter pour que ces dispositions soient ramenées dans notre loi électorale, dans notre constitution et même dans notre arsenal juridique. Il faudrait que pendant la période de la campagne, ceux qui sont ministres ne soient pas candidats. Comme ça, ils vont se concentrer sur la gestion de la République, ils vont laisser les candidats concourir. La preuve, nous sommes en train de constater, si réellement il y a encore des incendies à l'intérieur du pays, c'est que... Des attaques même armées, à part les incendies, il y a des attaques armées. C'est que c'est maintenant un problème de sécurité. Des destructions méchantes, c'est un problème de sécurité, c'est plus un problème qui se trouve au niveau de la CENI. C'est un problème qui se trouve au niveau du ministère de l'Intérieur qui se charge de la sécurité nationale. Donc je pense que, comme je l'ai dit avant, les responsables doivent répondre chacun à son niveau et nous devons apprendre de tous ces actes prochainement. Bien que Corneille Nangaa nous ait rassurés, nous avons suivi le point de presse qui aurait les élections vraiment ce dimanche. Et si ce n'est pas le cas, si les machines ne sont pas remplacées à temps, comment ça va se passer le 23? On va postposer les élections cette fois-ci encore? Personnellement, je ne veux même pas réfléchir dans ce sens-là, parce que je pense que Corneille Nangaa et la CENI ont une obligation de moyens, plutôt des résultats et non des moyens. Le plus important pour nous, c'est que le 23 décembre, qu'il y ait élection. Qu'ils utilisent la machine, qu'ils utilisent le papier, ce n'est pas notre problème. Le plus important, c'est que c'est à eux de voir comment est-ce qu'ils vont organiser les élections le 23 décembre. Si jamais on n'arrive pas à avoir des machines, je crois que lorsqu'ils ont choisi les machines, ils avaient quand même mis un plan B. S'ils n'ont pas un plan B, je pense que c'est la preuve qu'ils sont incompétents et s'ils pouvaient démissionner, ça serait intéressant. Mais en attendant, le 23 décembre, nous, on aura élection et on va comprendre personne. Il faudrait qu'il y ait élection le 23 décembre et nous allons tous sortir de chez nous les matins pour aller dans les bureaux de vote. Je ne vais pas passer à autre chose sans vous poser cette question. Les différentes positions par rapport à cette MAV, il y a avec MAV ou sans MAV, il y a les avec MAV et il y a les sans MAV. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un flou artistique par rapport à cette position. Mais j'aimerais bien savoir, Patrick, tu vas voir, candidat numéro combien s'il vous plaît pour que je n'oublie pas? Numéro 111 au Mwamba. 111 au Mwamba. 21 à Kissenso. 21. Numéro 23 à Kissenso. Oh, n'oubliez pas, hein, vous allez donner vos voix à quelqu'un d'autre. Candidat 111 et candidat 23, je vous appelle ainsi. Quelle est votre position par rapport à cette... Qu'est-ce que vous allez dire à votre base là, qui vous suit? Comment ils vont se présenter le 23 devant cette machine? Pratiquement, comment doivent-ils agir devant cette machine? Vous avez parlé de deux branches. Trois branches d'ailleurs aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a l'impression que maintenant on en a deux. Nous avons avec ou sans MAV et nous avons sans MAV clairement. Et je vais vous dire... Mais sans MAV n'existe presque plus aujourd'hui, c'est avec MAV. Voilà. Avec MAV, ils ont évolué. Voilà. Beaucoup de gens peut-être sont en train de mettre l'UDPS comme le parti qui est en tête de la position avec ou sans MAV. Mais moi je vais vous informer et je vais informer à nos téléspectateurs que c'est nous qui avons commencé. Lorsque nous étions en train de militer pour aller aux élections le 23 décembre avec ou sans machine à voter, l'UDPS était en train de nous critiquer et certaines personnes... L'UDPS a changé de position. Nous insulter. Mais avec le temps, l'UDPS nous a rejoints. Lorsque l'UDPS nous a rejoints, il y a eu une marche contre la machine à voter. La marche où on a vu le président national de l'UNC, Vital Kamerhe, qui a participé à la marche, où ils ont proféré des insultes carrément contre le président de l'UDPS. Mais maintenant, à part l'UDPS, c'est l'UNC maintenant qui nous a rejoints. Donc avec et sans MAV, et je pense qu'avec le temps, d'autres vont nous rejoindre. Les Lamouka aussi vont peut-être vous rejoindre d'ici là, hein, sûrement parce que les positions sont encore ambiguës par rapport à cette machine. Je pense que les élections du 23 décembre sans Lamouka, ça sera vraiment regrettable. Parce que nous voyons comment est-ce qu'il y a des gens qui suivent Lamouka, nous voyons comment est-ce qu'il y a un engouement autour de leurs candidats, et s'ils décident de boycotter ces élections, ça sera vraiment regrettable. Je vais les conseiller de nous rejoindre aussi. Ils ne seront pas les seuls. L'UDPS est venu, l'UNC est venu. Cela ne détruirait pas l'accord de Genève, parce que beaucoup disent, si Lamouka dit aujourd'hui qu'on y aille avec ou sans machine, c'est que l'accord de Genève est caduc. Bon, comme j'ai l'habitude de dire aux gens, un accord c'est un contrat. Et en matière de contrat, c'est la volonté des parties. Donc tous les membres de l'accord de Genève peuvent se réunir et décider autrement. Sans régner leur signature. Sans régner leur signature. Ils vont juste adapter l'accord qu'ils ont signé ensemble. Il y a violation de l'accord lorsque une partie, de manière unilatérale, rend ou bien change la signification ou l'interprétation de l'accord. Mais lorsque c'est tous les partis de manière unanime,
Je pense que le consentement, c'est le maître mot en matière d'accord. S'ils sont consentants, ça peut passer. Oui, ça peut passer. Voilà. Nous prenons le deuxième thème, mesdames et messieurs. Nous prenons le point de presse de Lambert Mende. Vous le savez, quand il y a quelque chose qui bouge dans le pays, eh bien, Lambert Mende réagit automatiquement. Lambert Mende a réagi après tout ce qui s'est passé, après l'incendie, les incendies au dépôt de la CENI. Et nous avons le point de presse du G7. Agla, s'il vous plaît, plus de précision. Sa communication a porté sur les inquiétudes que d'aucuns se font concernant les tournants que prend le processus électoral au regard du déroulement de la campagne électorale émaillée de violences ainsi que de pertes de machines à voter. Selon Lambert Mende, tous ces actes inciviques sont l'œuvre de ceux qu'il qualifie d'extrémistes qui ont mission de décrédibiliser les élections. En effet, alors que la campagne électorale se déroulait jusqu'il y a quelques jours sans incident majeur, des personnes connues pour leur extrémisme et qui ont de toute évidence reçu ou se sont donné, c'est selon, la mission de torpiller ou décrédibiliser le dit processus, le gouvernement de la République a pris toutes les dispositions qui s'imposent pour élever le niveau de sécurité dans et autour des installations de la Commission électorale nationale indépendante. S'agissant de l'incendie de l'entrepôt de la CENI, Lambert Mende parle d'un acte de provocation. S'il s'avérait que l'incendie dans la nuit du 12 au 13 décembre d'un des entrepôts de la Commission électorale nationale indépendante, ville-province de Kinshasa, avec son cortège de dégâts matériels, procédait de la même logique criminelle, l'enquête est en cours et devrait nous donner une réponse là-dessus. Ces agitateurs patentés qui se comportent véritablement en nègres de service de certains intérêts hors de notre pays s'emploie avec une rare véhémence. Le gouvernement, par le biais de son ministre de la Communication et Médias, appelle les Congolais à plus de vigilance et à coopérer avec les forces de l'ordre et de sécurité afin de dénoncer ceux qui chercheraient à saboter la tenue des élections. Au cours de ces points de presse, le vice-président de Ensemble pour les changements, Pierre Lumbi, a qualifié de terrorisme d'État la répression de la police contre la population dans la ville de Lubumbashi. Mesdames et messieurs, ce qui s'est passé à Kindu et aujourd'hui à Lubumbashi nous montre, ou mieux nous démontre à suffisance que ce pouvoir est aux abois. Comment pourrions-nous encore interpréter cette violence inouïe de l'État, ce terrorisme d'État contre une population qui était presque en fait sans aucune forme d'agressivité pour accueillir son président? S'agissant de la machine à voter, les directeurs des campagnes de Martin Fayoulou précisent que l'outil n'est pas encore adopté par cette plateforme. Est-ce que, parce que nous allons aux élections, nous allons cacher qu'il y a une machine qui est truquée? Nous irons jusqu'au bout en disant que la machine est truquée. Où est le tort là? Il ne faut pas, à mon avis, là il y a un problème. Nous disons, nous irons aux élections. Et moi je suis directeur de campagne de Martin Fayoulou, non pas pour ne pas aller aux élections, mais pour aller aux élections et de les gagner. Et nous sommes en train de les gagner. Quant à la relation qu'il y a entre la coalition Lamouka et Cash, Pierre Lumbi souligne qu'il n'y a aucune adversité entre eux, puisqu'elles ont les mêmes objectifs. Cash n'est pas notre ennemi. Félix n'est pas notre ennemi. Vital Kamerhe n'est pas notre ennemi. Ils sont de l'opposition, nous le sommes aussi. Nous avons une finalité commune, c'est de gagner
les élections pour que ce régime enfin s'en aille. Et si nous avons eu des divergences, je vais croire que c'est des divergences d'ordre stratégique. Donc j'ai beaucoup de respect pour Cash. Martin Fayoulou se porte bien. Il s'est déjà remis de son traumatisme et va poursuivre son combat jusqu'à la fin, a conclu Pierre. Patrick Tivava, vous avez suivi le porte-parole du gouvernement, le ministre est en charge de la communication. Pour Lambert Mende, c'est l'œuvre des extrémistes. Alors, pour vous, qui sont ces extrémistes? Comme je l'ai dit tantôt, je ne veux vraiment pas m'atteler sur le coupable parce qu'il faut le chercher calmement. Et surtout, il ne faudrait pas suivre les gens qui crient aux voleurs et croire qu'ils ne sont pas voleurs. On pourrait peut-être continuer les enquêtes et constater que c'est ceux qui crient aux voleurs qui sont en réalité les voleurs dans cette histoire. Dans cette histoire. Donc, concernant les extrémistes, je suis d'accord avec lui. Les actes perpétrés, ce sont des actes de terrorisme et il y a que les gens qui sont extrêmes qui peuvent le faire. Mais il a parlé de la sécurité. Mais après son point de presse, il y a eu ce qu'on a entendu parler aujourd'hui à l'intérieur du pays. Alors, je pense qu'ils doivent se poser aussi des questions. C'est vrai, on peut trouver des extrémistes, mais qu'est-ce qu'eux ils font? Parce que leur rôle, c'est de sécuriser le peuple, de sécuriser le processus électoral. Donc, s'ils ne font rien, donc c'est aussi leur faute, en quelque sorte. La guerre, nous avons suivi le directeur de campagne de l'Amouka, Pierre Lumbi, surtout par rapport à la MAV, et ils disent qu'ils vont aller à l'élection jusqu'au bout, mais c'est simplement qu'ils continuent à, comment dire, à accuser la machine, si je me permets l'expression, à dire que cette machine, c'est une machine à tricher. Et ils iront avec cette technique jusqu'au bout. Pour vous, c'est tout simplement une tactique pour décrédibiliser les élections ou pour pousser le pouvoir en place d'améliorer les choses? Bon, je pense que c'est des bonnes guerres et ils ont le droit de réfléchir comme ils veulent. En 2011, il y a des gens qui sont allés jusqu'au bout concernant le bulletin de vote, à décrire ce qui se passait, comment est-ce que certains particuliers, c'est-à-dire certains candidats, avaient aussi commandé leur propre bulletin de vote. Ils se sont fait voter chez eux à la maison et cherchaient maintenant comment les insérer. Bourrer les urnes. Cela n'a pas empêché à ce que l'élection se fasse, cela n'a pas empêché à ce que les gens viennent voter avec le bulletin que la CENI avait, et cela n'a pas empêché qu'il y ait des résultats. Il y a des gens qui ont même emprunter les voies judiciaires. Après, je parle à l'occurrence de M. Vital Kamerhe qui était 3e. Donc je pense que c'est leur droit. Ils peuvent continuer à dire que la MAV est une machine à tricher. Nous tous, nous n'avons peut-être pas confiance à 100% à la MAV parce que c'est déjà une machine, on peut la corrompre comme on veut. Mais c'est pas pour autant que nous devons sécher. Nous devons pas. Donc la politique de la chaise vide ne paye devons pas. Aller, donc ce n'est pas une façon de dire aux gens de ne pas aller voter. Non, mais les gens doivent aller voter, mais en faisant très attention, en étant vigilants. Oui, parce que avec ou sans la MAV, les médiocres, comme on les appelle, ils vont chercher des astuces pour tricher. Alors, nous devons accepter la machine, parce que nous n'avons pas le choix, mais nous devons développer des contre-stratégies. Des techniques pour les empêcher de tricher. Et parmi ces techniques, il y a les témoins. Est-ce que l'ADN a suffisamment de témoins pour contrôler ce processus, cette journée-là des élections, du bout en bout, du matin jusqu'au soir? Parce que c'est peut-être ça le problème. On reproche souvent à nos politiques de ne contrôler que la fin du processus, mais le début du processus, vous ne faites pas attention. Quand les gens, par exemple, vont pour avoir leur carte d'électeur et tout ça, vous ne contrôlez jamais cela, vous ne contrôlez que le bout. Et pourtant, c'est tout un processus, il y a un début et il y a une fin. D'abord, je profite de l'occasion pour manifester mon désaccord du comportement que le président de la CENI, qu'on affiche depuis un certain moment, par rapport aux témoins. C'est ce comportement qui a fait que nous, l'ADN, nous n'ayons pas beaucoup de candidats. Au début, lorsqu'on déposait les candidatures, il a exigé que même les gens qui déposent à l'intérieur aient des originaux. Alors, on était obligé de changer les stratégies, de demander à nos candidats de l'intérieur de postuler carrément comme indépendants, parce qu'on ne savait pas comment dépêcher les originaux partout. Mais après, il change. Il demande il accepte qu'on puisse scanner. Alors du coup, les partis, soi-disant grands partis, ils savent où est-ce qu'ils se retrouvent pour comploter contre le peuple. Ils ont aligné des candidats avec des documents scannés. Alors que nous sommes allés avec aucun candidat du parti à l'intérieur du pays. Et il est en train de procéder de la même manière avec les témoins. D'abord, il change, je ne sais pas comment,
il nous dit que lorsque vous n'avez pas de candidats dans une circonscription, vous n'avez pas le droit d'envoyer les témoins. Alors que les témoins sont là pour contrôler. Nous avons tout le droit du monde, même là où nous n'avons pas de candidats, de contrôler que les partis qui ont des candidats là-bas puissent mériter les voix qu'ils ont. Il refuse ça. Après, il dit que les témoins doivent avoir des photos passeport. Ça vient d'où ça? Nous sommes maintenant obligés. Ce n'est pas prévu dans la loi électorale. Pas du tout. On ne peut pas connaître les témoins et tout. Non, on dépose la liste des gens avec leur numéro de carte d'électeur. Et ils ont dans leur machine les cartes d'électeur de tout le monde. Ils vont voir que telle personne, c'est ça son visage. Maintenant, ils nous obligent de faire les photos passeport. De prendre les numéros des cartes d'électeurs, c'était pour les témoins, en fait. C'est pour les témoins, en fait. Il y a, je sais pas, il y a des gens qui ont peut-être... Les gens n'ont pas très bien compris cette histoire d'achat des cartes d'électeurs, ou tout ça, on ne comprenait pas très bien. Non, au fait... Ce n'était que pour ça. Non, en fait, ils ont bien compris. Le problème, c'est que pendant que nous sommes en train de contacter les membres de nos partis, pour leur demander de donner leurs identités et leur numéro de carte d'électeur pour qu'ils soient témoins, pour qu'on fasse les macarons au niveau de la CENI, il y a des gens qui veulent tricher, qui achètent des cartes d'électeurs. Je ne vois pas pourquoi est-ce que vous devez acheter. Pourquoi? Et ce sont ces personnes qui ont propagé cette nouvelle. Et souvent, ce sont les partis qui sont au pouvoir, ils sont en train de manipuler l'argent de l'État, ils en abusent, et il y a certains partis qui sont à l'opposition, qui viennent du pouvoir et qui savent comment est-ce qu'ils ont eu de l'argent, qui veulent dépenser maintenant. Mais en tout cas, ces rumeurs qui ont circulé sur l'achat des cartes d'électeurs, il y a des gens qui l'ont propagé parce qu'ils savent qu'ils peuvent gagner en trichant. Mais en attendant, Corneille Nangaa nous balance l'histoire des photos passeports. Comme si ça ne suffisait pas. Il vient nous balancer encore l'histoire que les témoins doivent venir nécessairement de la circonscription électorale du candidat. Ça vient d'où? Alors qu'en 2011, nous savons qu'il y a des candidats qui ont des témoins à l'extérieur. Cela ne nous est pas interdit parce que nous avons des membres de nos partis partout. Un membre du parti qui habite à Tchangoupédi, qui veut soutenir son président national, que je suis, qui est candidat au Mwamba, comme témoin, il veut contrôler. Il nous interdit cela. Qu'est-ce qui nous prouve que la liste des témoins que tous les candidats du FCC va déposer n'aura pas les gens qui viendront de l'extérieur des circonscriptions? Qu'est-ce qui nous prouve que la liste des témoins que d'autres partis qui collaborent avec eux, mais qui se disent de l'opposition, entre guillemets, grands partis, vont déposer, ces gens ne viendront pas de l'extérieur? Donc en quelque sorte, ils sont en train encore de mettre la machine en marche pour défavoriser les jeunes partis que nous sommes au profit des grands partis ou des établissements politiques. C'est le problème. Je ne suis vraiment pas d'accord avec, mais je pense qu'on a fourni quand même un effort d'accepter tout ça parce que nous n'allons pas commencer à revendiquer maintenant. C'est au fait de la stratégie que l'on se fatigue et qu'on laisse tomber. Mais nous n'allons pas aussi nous fatiguer. Nous avons des témoins, nous allons les envoyer. On peut vous avoir à l'usure, comme on dit. Voilà. Et bien sûr, nous avons suivi aussi les propos de Lambert Mende qui n'a pas été tendre du tout, hein, par rapport à, surtout vis-à-vis de Martin Fayulu, qui l'a traité de nain, je ne sais pas moi. Les mots étaient assez durs. Quelqu'un qui est manipulé de l'extérieur pour troubler le processus électoral. Pour vous, c'est toujours des bonnes guerres. On fait vraiment cette campagne à l'américaine en saquant ses ennemis, même en dessous de la ceinture. Vous savez, il y a un dicton qui dit que l'homme est le seul être humain qui mange alors qu'il n'a pas faim, qui boit alors qu'il n'a pas soif, et qui parle alors qu'il n'a rien à dire. C'est exactement ce qui s'est fait avec les porte-parole du gouvernement. Je pense que c'est vraiment inacceptable. On ne peut pas accepter des choses comme ça. Il faudrait que nous ayons quand même cette tendance à être bien éduqués à la télé. Il peut traiter les candidats de la Mouka comme il veut, mais au moins c'est sûr que lui, il n'a pas été choisi comme candidat. Il n'a pas été choisi comme dauphin. Il doit d'abord se poser la question sur son poids à lui et la considération que son chef a envers lui. Pourquoi est-ce qu'il veut s'intéresser à l'autre candidat qui, lui, a pu être élu dans une assemblée des grandes personnes politiques? Moi, je pense que ça relève vraiment de la méchanceté et de la mauvaise foi. Nous allons maintenant prendre un peu la descente des candidats à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Moi, j'ai l'habitude de dire Kinshasa n'est pas la RDC, mais on a l'impression aujourd'hui qu'il n'y a que 3 candidats qui battent réellement campagne dans le Congo profond. Merci encore à toi, Tchèque Boukassa. Il n'y a que Martin Fayulu, Félix Tshisekedi et Emmanuel Shadari. Et où sont passés les autres candidats? On ne sait pas. Il y en a qui disent qu'ils battent campagne dans les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est un instrument assez puissant aujourd'hui pour battre campagne, mais les contacts humains restent toujours importants. Et on se demande où est passée l'unique candidate à la présidence de la République. On ne la voit pas, on ne la sent pas. Va-t-elle descendre au Congo profond? Il ne nous reste plus que 7 jours. Ira-t-elle au Katanga
à la province orientale, ex-province orientale, au Grand Équateur, au Grand Bandundu et au Grand Kasaï. On attend toujours sa présence. C'est l'unique femme c'est l'unique femme pour les élections présidentielles comme candidate. Alors nous allons voir coup sur coup l'arrivée de Martin Fayulu à Bukavu et l'arrivée d'Emmanuel Shadari à Isiro au Touélé. Il poursuit sans anicroche sa campagne à l'intérieur du pays. Ramazani Shadari est arrivé ce mardi à Isiro dans la province du Haut-Touélé. Le candidat numéro 13 a tenu son meeting devant une foule de sympathisants et partisans acquis à sa cause. Shadari va affirmer sa détermination à booster le développement de cette province, notamment par la construction des barrages hydroélectriques pour que la population de cette partie du pays soit alimentée en courant électrique, par la lutte contre l'impunité mais aussi contre le phénomène Mbororo. La gratuité de l'enseignement primaire n'était pas en reste, ainsi que la réduction des frais académiques. Aussi, Shadari promet de tout mettre en œuvre en vue d'accélérer la canonisation de la sœur Anuarité Nengapeta. Pour réaliser ces promesses, le candidat numéro 13 à la présidentielle du 23 décembre prochain dit compter sur le soutien de tous et espère que cela va se traduire par un vote massif pour lui. Bien avant Isiro, Emmanuel Ramazani Shadari était dans le Bazouélé, plus précisément à Bouta, chef-lieu de cette province. Shadari s'est engagé à moderniser cette partie du pays issue du démembrement de l'ex-province orientale. Pour rappel, le Haut-Touélé est la 12e province déjà parcourue par le candidat du Front commun pour le Congo à la présidentielle. Alors, comme c'est un jour merveilleux, je vais appeler un pasteur ou quelqu'un ici, un prêtre, pour prier. Nous devons prier pour le docteur Mukwege. Aujourd'hui, Patrick Chivava, vous suivez les descentes de ces trois candidats à l'intérieur de la République. Pour vous, cette guerre des plans là, que l'on voit aujourd'hui, telle ville est tombée, l'autre ville est tombée, pour vous, c'est la garantie déjà ou c'est une garantie déjà du succès des élections? Pas du tout. Parce que d'abord, je veux rappeler qu'avant les plans, tous étaient milliardaires. Chacun est venu proposer son programme avec des milliards. Ça, on nous dit comment est-ce qu'il va faire pour récolter ces milliards-là. Personne n'a parlé de la production avec beaucoup de détails. Ils ont juste parlé de comment est-ce qu'ils vont dépenser l'argent. On ne sait pas où est-ce qu'ils vont le trouver. Maintenant, concernant le plan, aussi, personne n'essaie de nous prouver que ces plans-là, les plans d'Emmanuel Ramazani et les plans de Fayulu, les plans de Félix Tshilombo sont des personnes différentes. Parce que tous ces trois candidats représentent des structures politiques. Et aucun de ces candidats peut nous dire les nombres exacts des membres adhérents de leur structure politique. C'est déjà la preuve que ces plans ne veulent pas nécessairement dire qu'ils sont les voix qu'ils auront après le 23 décembre. Ce n'est pas une garantie automatique de report de voix. Donc moi, je vais simplement demander à ces candidats, ils sont déjà courageux parce qu'ils sont en train de parcourir la République, contrairement à d'autres. Mais simplement, ils doivent continuer à être humbles parce que certains d'entre eux pourront être surpris après le 23 décembre. Pour les candidats qui ne veulent pas circuler, je veux simplement leur dire qu'on est habitué. C'est par manque de moyens ou je ne sais pas, ils ne sont pas milliardaires comme tu dis, parce qu'on sait qui est derrière la Mouka, on sait qui est derrière Fachi. Fachi, les gens des Cash disent que c'est le soutien de leur base, tout ça, qu'ils ont pu avoir les moyens pour circuler. Bon, la Mouka, on dit c'est Moïse Katumbi, c'est lui le financier de la Mouka. Pour Emmanuel Shadari, selon une certaine opinion, on dit que ce sont les moyens de l'État. Alors... mais les autres, c'est peut-être par manque de moyens, savez, ils n'ont pas le temps, ils n'ont peut-être pas de base, on ne comprend pas très bien pourquoi... Vous savez, madame, l'UDPS, les partis qui dirigent Félix Tshilombo, est un parti de l'opposition. Je pense que si ces partis se trouvent dans l'opposition, parce qu'ils pensent que la manière de gérer notre pays n'est pas bonne. Alors, si ces partis veulent nous dire qu'il est le seul parti où la base, où les membres peuvent se contribuer pour louer les jets, faire circuler les candidats, c'est que ces partis ont tenté de nous dire autrement que leur base a
un niveau social élevé. Ça dit que le pays est bien géré, c'est pour ça que ça base à l'argent pour contribuer. C'est faux. Mais quand on a des millions, quand par exemple il y a 1 million de Congolais qui donnent 1 franc, ou 10 francs ou 1 dollar, ça va faire 10 millions de dollars. Oui, mais je vous ai posé la question. $10 Même l'UDPS ne sait pas nous dire les nombres exacts des membres de son parti. Même l'UDPS, qui a 30 ou 40 ans maintenant. Donc, pour dire que c'est vrai, il y a des donateurs, et je pense que ce n'est pas illégal, ni même immoral, qu'un candidat puisse... Sous d'autres cieux, il y a des donateurs. Un candidat puisse demander à des gens qui ont de l'argent de mettre la main dans la pâte pour que sa campagne puisse évoluer. Mais simplement, les gens qui ne font pas campagne, ce sont des gens qui pensent, comme la plupart des gens aussi à l'extérieur, que pour être candidat président de la République, il faut avoir 100 000 $. Ça, le problème. J'ai suivi un candidat qui est pasteur qui disait que Dieu l'a montré. Il y a même quelqu'un qui, pendant qu'il prêchait, qui a dit moi, je paye les 100 000 $. C'était parmi les conditions. Les gens pensent qu'il suffit seulement d'avoir l'argent de la caution et c'est fini. Pour être candidat président de la République, il faut avoir l'argent de la campagne. Même si on ne pourra pas avoir la totalité, mais avoir un minimum, avoir un carnet d'adresse, avoir un carnet d'adresse, avoir un agenda. Vous savez que non, avec ça, si je n'arrive pas à avoir de l'argent, je peux au moins battre campagne avec ce que j'ai. Même si ça ne sera pas à la hauteur de mes pensées, mais je peux au moins commencer quelque chose. Mais ils ont cherché juste à avoir 100 000 $ et donner à connaître un angle et c'est tout. C'est le problème. Et il y a même des mauvaises langues qui disent qu'ils n'ont peut-être pas payé du tout. Bon, imaginez, certains d'entre eux, il paraît qu'ils n'ont même pas payé. Il y a des gens qui ont payé pour eux, qui sont de la majorité ou de l'opposition, qui ont payé pour eux. Pour gonfler simplement le nombre. Et brouiller les pistes. Je vais brouiller un peu l'opinion. En organisant les élections régulièrement, nous allons diminuer le nombre de ces aventuriers. Voilà. Okay. Les promesses des uns et des autres, vous avez suivi les promesses de Chadari, participer à la béatification de la sœur Anouarité, élever le niveau de vie, tout ça. Est-ce que pour vous, ces promesses sont vraiment réelles ou ces promesses peuvent se transformer vraiment en quelque chose de vécu? Parce qu'on dit que les promesses, ceux qui croient en promesses, ça n'engage que. Comme j'ai dit tantôt lorsque j'ai parlé du programme, les candidats doivent nous dire comment est-ce qu'ils vont exécuter leurs promesses. Ils ne doivent pas s'arrêter à promettre. Parce qu'il faut promettre, tout le monde peut le dire. Tant que tu sais parler, tu peux promettre quelque chose. Ils sont candidats président de la République. Ils veulent devenir président de la République. Comment ils vont faire pour aboutir à réaliser les promesses qu'ils sont en train de faire? Personne ne l'a dit. Alors, moi je dirais au peuple congolais, et je continue à dire à tout le peuple de la République démocratique du Congo, surtout aux électeurs, de ne pas croire à un candidat qui promet sans expliquer comment est-ce qu'il va aboutir à réaliser sa promesse. Vous-même, candidat numéro 111 du circonscription Mouamba 23 dans la commune de Kisenso, quel est le premier projet de loi que vous estimez important dès que vous serez dans l'enceinte de l'hémicycle du Palais du Peuple? Vous savez, comme j'ai l'habitude de dire aux gens, vous ne l'avez pas dit en me présentant, je suis avocat et je suis enseignant de droit. Je ne suis pas docteur, mais je suis chef de travaux, j'enseigne le droit. Donc, j'ai quand même assez de capacités intellectuelles. C'est vous qui avez détruit ce pays, on dit les juristes, les magistrats, les docteurs en ceci, les constitutionnalistes, tout ce flou-là, c'est à cause de vous. Hein. Moi, j'ai dit toujours, les gens qui parlent qui raisonnent comme ça, ils oublient quelque chose. Ils commencent en bas. S'ils doivent raisonner en haut, nous avons eu 4 présidents qui vont voir les bilans des présidents qui n'ont pas de problème sur le cursus. Et les bilans des présidents qui ont eu des doutes sur leur cursus, vous verrez que ce n'est pas le même bilan. Donc, pour dire que ceux qui ont étudié ont fait mieux que ceux qui ont étudié ou pas, je ne sais pas. Donc, je disais que, étant que je suis praticien du droit et enseignant du droit, je pense que notre pays n'a pas vraiment besoin de lois. Nous avons déjà toutes les lois du monde qu'il faut. Nous avons besoin d'appliquer les lois. C'est vrai, il y a des villes qui se trouvent dans certains endroits qu'on doit combler. Mais moi, ce que j'ai comme projet principal, c'est de chercher à ce que les lois soient appliquées. D'un côté. Et de l'autre côté, c'est d'amener les problèmes que nous avons à la base. Nous avons une commune de Kisenso qui a 17 quartiers. Et tous les 17 quartiers ont des érosions. On trouve ça normal. Alors on se pose la question, nous avons des députés. Nous avons des gens qui peuvent amener tous ces problèmes au niveau élevé ou pas. Parce qu'au fur et à mesure, nous avons des problèmes. Nous sentons comme si l'autorité étatique, les gens qui gèrent notre pays ne se soucient pas. On s'est dit, est-ce qu'ils sont au courant ou pas? Il faudrait qu'il y ait des gens qui peuvent amener ces problèmes en haut. Et moi, je veux me faire cet individu qui aura comme boulot de prendre tous les dossiers à la base et l'amener chez les décideurs. C'est le travail le plus important que je pourrais faire en tant que député national. Bon, c'est vrai, lorsqu'il y aura des lois à voter, je vais faire voter. Il y a des lois qu'on doit rectifier un peu. Je vous ai parlé de la loi, sur la disposition sur les membres du gouvernement, les mandataires qui doivent rester alors qu'ils devraient
démissionner pour aller battre campagne. Par exemple. Il y aura plein de lois que nous allons aussi mettre à la disposition de la communauté. Mais le plus important, nous allons amener les dossiers, nous allons amener les problèmes qui se trouvent à la base pour que les décideurs ne disent pas qu'ils étaient ignorants. Une question quand même de curiosité. Un internaute m'a dit de vous poser, Patrick Chivava, nous sommes en pleine campagne électorale, on m'a dit de vous poser cette question. Le comportement des journalistes pendant cette campagne. Patrick Chivava, est-ce que pour vous, les journalistes congolais, les journalistes quinois sont ceux qui jettent de l'huile dans le feu aujourd'hui? Parce qu'il y en a qui disent que les journalistes congolais ressemblent un tout petit peu aux journalistes de la radio Mille Collines de Kigali. Il y a des journalistes aujourd'hui qui sont tribalistes. Il y a des journalistes aujourd'hui qui incitent les gens à se haïr et qui sont là comme des porte-étendards des candidats qu'ils soutiennent. Alors pour vous, quelle est votre lecture aujourd'hui du travail abattu par la presse congolaise aujourd'hui? D'abord, j'étais quand même un peu étonné de voir que vous n'étiez pas candidat. Parce que, parce que tous les journalistes qui sont célèbres sont devenus candidats. Et je ne serais pas étonné que demain vous soyez candidat ou Thierry Kamoundi soit candidat. Donc, les journalistes pensent qu'il suffit d'exceller dans sa profession, ça fait de soi carrément une personne qui doit représenter une masse. Ça, c'est pour les journalistes qui sont candidats. Les journalistes qui ont choisi leur côté politique, en état candidat, ils sont candidats sous l'effigie d'un parti politique ou d'un regroupement politique. Ils doivent déjà éviter de se comporter comme quelqu'un de la presse, parce que la presse doit être neutre. Mais ce que nous constatons, c'est que les candidats, les journalistes qui sont candidats, continuent à être journalistes. Alors, et pourtant, ils sont en face des pesanteurs qui vont les empêcher de réfléchir objectivement. Concernant les autres qui ne sont pas candidats, moi aussi je ne comprends pas, certains journalistes se sont tentés dans le sentiment, je ne veux pas accuser les journalistes ou bien les traiter de quoi que ce soit, mais simplement je les prends comme des êtres humains. Ils doivent savoir qu'ils font un métier noble, et ils devraient respecter leur métier. Les politiques, vous savez, en politique, les alliances se font et se défendent. Donc aujourd'hui, les gens peuvent être adversaires politiques et demain ils sont alliés. Et tous ces journalistes qui passent leur temps à insulter un candidat ou un autre, comment ils feront lorsque les deux candidats redeviendront alliés? C'est ça les problèmes. Ils doivent quand même être un peu sages et laisser les politiciens faire la politique et continuer à faire la politique. S'entretuer, même s'injurier, c'est leur boulot. Ils sont payés et faits pour ça. Donc nous allons parler maintenant de la CAJ, qui a donné son point de vue par rapport à la situation qui s'est passée à Lubumbashi lorsque Martin Fayulu est descendu pour battre campagne. Vous savez comment ça se passait. Il n'a pas pu vraiment battre campagne dans le Grand Katanga. Beaucoup de choses se sont dites dans les réseaux sociaux. Beaucoup d'images ont circulé dans les réseaux sociaux et même ce challenge de Martin Fayulu. Et beaucoup de gens n'ont pas compris que Martin Fayulu était réellement en danger. Les images ont circulé sous d'autres cieux, on l'a vu. Et la population congolaise quinoise, qui réagit par rapport à cette campagne, surtout à Kinshasa. Quelques Quinois interrogés dans les rues de Kinshasa disent observer l'immaturité politique et l'achat de conscience en cette période de la campagne électorale dans la ville-province de Kinshasa. Selon eux, bon nombre de candidats ne battent pas campagne sur des projets de loi à proposer au Parlement. C'est un regret. J'ai pu constater dans les chefs du peuple l'immaturité politique. Vous voyez un groupe de 100 personnes entassées, ils attendent les 5000. Peu importe ce qu'il a comme idéal ou idéaux, ça leur importe peu. Le danger, c'est qu'on va tomber sur des candidats qui ne valent pas la peine. On a du mal à comprendre réellement ce qui se passe et les discours même des gens qui prétendent être peut-être demain les représentants du peuple. Ils motivent les gens beaucoup plus avec l'argent et consorts là, les matériels. C'est ce qui importe beaucoup plus aux gens. Et d'ailleurs, cela devient comme une coutume. La plus grande observation, c'est que les uns qui ont postulé mais qui n'ont pas de moyens font leur campagne de porte à porte. Ils partent de maison à maison pour chercher à convaincre leur électorat dans des maisons alors. Autre situation décrite par ces Quinois, les flatteries politiques qui caractérisent cette campagne. Les gens qui se nomment papa social aujourd'hui, et demain après-demain lorsqu'ils vont sortir, si on leur mettait dans leur place comme étant ministre des Affaires sociales, ils vont refuser les postes qui semblent ne pas avoir de moyens. Maman sociale, papa social à cause des polos et de 1000 francs. Ce n'est pas vraiment ce que nous attendons
méthode. Nous attendions peut-être que ces gens-là nous amènent un discours et des projets de loi en tant que députés et futurs députés. Mais ce qui motive les gens beaucoup plus avec l'argent et consorts là. Quand ils se nomment papa social, maman social, c'est juste dans le seul but d'attirer l'électorat vers eux. C'est une flatterie politique. Une flatterie, il y a la flatterie, il y a la démagogie là-dedans. Ce 23 décembre 2011, chaque Congolais sera seul devant sa conscience afin de décider du sort de la République démocratique du Congo en votant utile, ont souligné ces Kinois. Dans ce communiqué, la CAJ rapporte que les incidents de Lubumbashi ont causé de pertes de vies humaines, 43 blessés, dont 15 atteints par balle, 5 véhicules incendiés, 27 partisans de la Mouka arrêtés. Les matériels de sonorisation prévus pour le meeting du candidat numéro 4 à la présidentielle du 23 décembre ont été confisqués par la police des camps de la RDC, souligne ce communiqué. Cette ONG des droits de l'homme dit être en possession des noms de certains membres du gouvernement ayant participé à cette tragédie. Face à ces incidents, l'Association congolaise pour l'accès à la justice condamne les actes survenus à l'arrivée du candidat président de la coalition Lamuka, Martin Fayulu, à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Elle exige, cependant des autorités compétentes, une enquête crédible pour identifier les auteurs afin qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Pour le bon déroulement de la poursuite de la tournée du candidat de la coalition Lamuka, la CAJ appelle les gouvernements congolais à assurer réellement la sécurité de Martin Fayulu pendant la campagne électorale. Patrick Chivava, nous avons suivi le communiqué de la CAJ qui dénonce les pertes en vies humaines, les arrestations et tout ça. Quand le candidat numéro 4, Martin Fayulu, a voulu faire sa campagne au Grand Katanga. Mais les gens m'ont dit de vous poser, moi j'aime bien, parce que moi je suis le relais entre la base, la population et les invités, on m'a dit de vous poser cette question. Pourquoi la campagne de Félix Tshisekedi s'est déroulée sans incident au Grand Katanga? Et pour Martin Fayulu, on a vu ce dispositif militaire qui a été mis pour l'empêcher carrément même de parler au Grand Katanga. Au fait, il y a un précédent. Il y a un précédent. Lorsque Martin Fayulu est arrivé à Kinshasa, il y a eu les mêmes problèmes. On l'a empêché de descendre en paix. Mais lorsque Félix Tshilombo est arrivé, on l'a laissé venir. Nous ne savons pas qu'est-ce qui trime, qu'est-ce qui se trime. Alors, nous ne savons pas aussi qu'est-ce qui se complote. Mais au moins, nous constatons qu'il y a des faits. Il y a des faits palpables. Et devant les évidences, il n'y a même pas de débat à faire. Nous avons constaté ce qui s'est passé à Lubumbashi. Comment est-ce qu'ils sont allés à l'intérieur d'Igor Katanga et on les a empêchés de retourner à Lubumbashi. Ils sont allés à Goma avec les Kungu et autres, alors que Kungu devait rentrer chez lui à Lubumbashi. Mais pour Kach, ou Kach, je ne sais pas comment on le prononce, il y a la paix. Directement, les policiers deviennent patriotes. Directement, ils n'ont plus d'ordre à exécuter. Directement, il n'y a plus de foules à disperser. Martin Fayulu n'est-il pas trop extrémiste? Parce que peut-être quand on parle de l'extrémiste, on le voit lui, son discours est peut-être trop dur, son discours est peut-être trop choquant. Quand il demande aux gens, par exemple, c'est ce qu'on dit, hein, on a ouï dire de ne pas voter avec la MAV et tout ça. Est-ce qu'il incite à la violence? C'est réellement ça les propos de Martin Fayulu? Mais le problème c'est que lorsque l'UDPS a choisi d'aller aux élections avec ou sans la MAV, je vous rappelle qu'il y avait une marche contre la MAV qui avait à sa tête le président Vital Kamerhe. Cette marche s'est déroulée très bien, alors que la marche était contre la MAV. Pour vous dire que ce n'est pas parce que Martin Fayulu dit être contre la MAV qu'il y a cet acharnement autour de sa personne ou sa trouble le processus électoral. Le problème, c'est seulement, moi je pense, je vais faire une analyse simple. Martin Fayulu est un imprévu. Était un imprévu dans leur calcul. Personne ne pouvait croire que Martin Fayulu, étant que candidat, allait traîner la foule comme il fait là. Alors c'est un peu de jalousie. Un outsider, comme on dit. Voilà, c'est un peu de jalousie et un peu d'acharnement, parce que l'establishment veut rester. Il y a toujours les gens qui pensent avoir le droit de faire la politique ou avoir le droit de gérer la cité, d'autres non. Alors lorsqu'ils sentent que c'est comme dans une famille, les frères peuvent se disputer, mais lorsqu'un étranger entre, ils arrêtent d'abord leur dispute, ils se chargent de l'étranger, les temps qui partent, et puis ils vont continuer leur querelle. Alors, nous voyons aussi que le couple, toujours, entre guillemets, en querelle, donc le couple majorité présidentielle UDPS-UNC,
a décidé carrément d'enterrer l'âge de la guerre et s'occuper des Fayoulou. La preuve, vous voyez, lorsque... Les attaques, toutes les deux ne font qu'attaquer... Il attaque Fayoulou, lorsque le FCC attaque Fayoulou. Donc on dit que ce sont des gens qui sont jaloux et qui ont constaté qu'il y a un imprévu. Bon, nous autres, de jeunes partis, ça nous donne espoir. C'est la preuve que les Congo peut changer, c'est la preuve que n'importe qui peut venir en politique et percer. Vous êtes vous-même candidat, vous venez en politique active cette fois-ci. Comment vous battez campagne? Nous avons suivi ces gens qui disent qu'il y a achat de conscience, il y a trop de propos démagogues et tout ça. Question directe, est-ce que vous êtes aussi papa social, Patrick Chivava? Bon, déjà, je suis pas papa social, ça c'est sûr. Mais simplement, j'ai choisi de battre campagne autrement. C'est-à-dire, par exemple... À l'américaine ou à la congolaise? Non, moi j'ai dit toujours aux gens à la Kisensoise, c'est comme ça que j'ai dit en campagne. D'abord, je n'ai pas de t-shirt avec... ah, mais c'est grave, les gens ne vont pas vous élire, vous ne donnez rien à cette population. Et qu'est-ce que j'ai fait s'il faudrait donner? Je me dis qu'il y a des problèmes. Au fait, en passant, je vais dire que j'ai une fondation, une ONG, qui porte mon nom depuis 2013. J'ai eu à intervenir pour régler certains problèmes communautaires. Et c'est là que j'ai même constaté qu'il y a des problèmes qui demandent par exemple que $250. Il y a des problèmes avec $500, vous allez apaiser toute une population. Ça peut faire 1000, 2000 personnes. Mais l'État congolais ne sait pas le faire. C'est ça les problèmes. Alors, moi, lorsque je viens voir les gens, lorsque je veux les écouter, je préfère, si j'aurais de l'argent, déposer un acte communautaire qui va bénéficier à tout le monde, que dire papa social, donner de l'argent aux gens, faire des t-shirts, et ainsi de suite. Ça, je ne le fais pas. Donc, je préférais mener ma campagne comme ça, comme je vous ai dit, à la Kisensoise. Je ne donne pas d'argent, je donne pas de t-shirt. Les gens viennent quand même. Parce que les gens disent que le Congolais adore l'argent. Permettez, je ne sais pas si c'est vrai, que les gens viennent à court pour les polos, pour les t-shirts. Est-ce que les gens ont déjà changé cette façon de voir les choses? Parce que c'est la troisième fois qu'on aura des élections dans notre pays. En 2006, en 2011, on a vu comment ça se passait. Est-ce que les mentalités des Congolais ont quand même évolué par rapport à cette situation? Bon, vous vous rendez compte que le Congolais a quand même évolué? Moi, je pense que ce n'est pas une question des mentalités de la population. C'est une question plutôt des mentalités des candidats. Si les candidats n'ont même pas de t-shirts, je ne vais pas les demander. Moi, par exemple, je n'ai pas de t-shirts, ce que j'ai fait. Parce que ça allait me coûter beaucoup d'argent pour rien. Et je n'allais pas donner à tout le monde. Les districts du Mwamba a 922 000 enrôlés. Donc 922 000 électeurs. Je ne veux pas imprimer 922 000 t-shirts. Mais comment vous faites pour que... Il y aura des gens qui ne vont pas avoir des t-shirts qui vont numérer. Quel est votre discours? Qu'est-ce que vous dites pour frapper cette population? C'est vrai que pendant la campagne, il y a toujours cette petite flatterie. Même ailleurs, on le voit. Il y a toujours peut-être des promesses assez, permettez l'expression, assez fallacieuses. On le sait, même ailleurs, ça se fait comme ça. Qu'est-ce que Patrick Chivava dit à cette population pour l'attirer vers lui, pour lui dire votez pour Patrick Chivava? D'abord, j'écoute la population. Lorsque j'arrive sur un terrain, je connais les terrains, je connais bien Mwamba. En commençant par limiter, tout les Matungaba, tout Matete et tout Kisenso. Je connais très bien parce que j'ai passé toute ma vie là-bas. Mais je préfère écouter les autres sur les problèmes qu'il y a à cet endroit. Et ensemble, on trouve comment est-ce que nous allons régler ces problèmes. Et quel problème, par exemple? Donnez-nous deux exemples pratiques. Non, je peux vous donner beaucoup. Si deux simplement. La télé, c'est le temps. Donnez-nous deux problèmes. Deux problèmes majeurs qu'il y a au Mwamba, c'est l'inondation et les érosions. L'inondation et les érosions. Oui. Ok. Donc vous allez amener ces problèmes à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse trouver des solutions pour essayer d'arranger ces problèmes-là. Et je vous assiste, ce sont des problèmes qui peuvent trouver des solutions facilement. Très facilement. Il suffit seulement qu'il y ait des volontés politiques. Il y aura donc Patrick Chivava, vous nous assurez pas d'argent, pas de polo, pas social, pas du tout. Non, vous. Je suis pas social. Déjà, je n'ai pas assez d'argent pour dépenser. C'est le problème. Donc je suis avec eux. J'ai passé tout mon temps avec eux. Nous sommes allés à la chasse des Tombouka ensemble. On a joué au football ensemble. Je veux vous attaquer sur ce problème-là. Vous dites que vous n'avez pas d'argent, Patrick Chivava. Est-ce que ce n'est pas une façon pour vous aussi d'aller chercher l'argent facile? Dites-moi un peu. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui va à l'Assemblée nationale. Les émoluments, c'est combien? Mettons, $6 000. Patrick Chivava, 6 000, c'est pas peu, hein, en République démocratique. Mais il faut nuancer. Lorsque je dis que je n'ai pas d'argent, j'ai bien dit que je n'ai pas d'argent à distribuer. Mais je ne manque pas d'argent pour mes vêtements, pour manger et pour scolariser mon fils. J'ai de l'argent pour moi, mais je n'ai pas d'argent à distribuer à 922 000 personnes. Combien de candidats pour le Mwamba? 531, je crois. Pour combien? La circonscription doit avoir 11 sièges.
Bonne chance alors, c'est pas facile. Nous allons parler maintenant des sanctions de l'Union européenne. Vous le savez, c'est tombé encore comme un coup près. On a reconduit les sanctions pour une année. L'Union européenne, bien sûr, les uns disent que c'est pas important, mais nous voyons le balai diplomatique, les gens comment se plaignent ou se battent pour qu'on puisse lever ces sanctions. Si ça ne pesait pas, je ne sais pas pourquoi on se battrait pour ça. Et évidemment, enfin, la reconnaissance de l'ordre des architectes en République démocratique du Congo. C'est un coup dur pour le Front commun pour le Congo. Alors qu'elle attendait l'annulation des sanctions contre 14 personnalités congolaises, dont le candidat président du FCC à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain, la plateforme présidentielle a vu l'Union européenne prolonger les mesures restrictives contre les 14 personnalités de la RDC sans épargner Emmanuel Ramazani Shadari. Une décision qui semble susciter la colère non seulement des sanctionnés, mais aussi du FCC, après avoir tenté par tous les moyens d'obtenir une levée des sanctions, surtout à l'endroit du dauphin de Joseph Kabila. Certains membres de l'opposition, par contre, se réjouissent de la décision prise par le Conseil de l'Union européenne. Des sanctions qui s'étalent jusqu'au 12 décembre 2019. Parmi les sanctionnés, on retrouve Caleb Moutonde, chef de l'ANER, Gabriel Amissi, de FRDC, Célestin Kanyama, de la PNC, John Numbi, de la PNC, Évariste Bochab, ancien ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Lambert Mende, ministre de la Communication et des Médias, Alex Kandemou-Pompa, ancien gouverneur du Kassai central, et Jean-Claude Kazembe, ancien gouverneur du Haut-Katanga. Le communiqué rappelle que ces sanctions consistent en un gel des avoirs et une interdiction de visa pour l'Union européenne. Pour rappel, ces sanctions remontent au 12 décembre 2016 et le 29 mai 2017 en réponse aux entraves au processus électoral en RDC et aux violations de droits de l'homme. Il a été engagé dans la lutte de création de l'Ordre national des architectes en RDC depuis plusieurs années. Siméon Musindondo, architecte de son État, salue la bravoure du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, et la clairvoyance du chef de l'État, Joseph Kabila, pour la naissance au pays de l'Ordre national des architectes. Je me suis impliqué personnellement, mais c'est l'ensemble des efforts. Il y a eu des vieux qui ont quitté cette terre des hommes à cause de tes efforts. Je t'ai dit, monsieur les journalistes, nous avons été le plus martyrisés par tous les flatteurs qui ont gangréné le système Mobutu pour que nous n'ayons pas cet ordre-là. L'histoire reconnaîtra que c'est pendant le pouvoir de Joseph Kabila qu'on a pris les risques de nous donner cet ordre-là que tous les flatteurs de Mobutu ont refusé de nous donner. Parce que vous devez savoir, nous sommes maintenant en pleine Troisième République, nous avons été même refuser cet ordre-là au Parlement en 2006. Mais heureusement, avec Aubin Minakou Saint-Jean, donc je salue d'ailleurs, parce que là, en tout cas, les risques qu'Aubin a pris en inscrivant cet ordre-là pendant la session budgétaire, ça c'est un risque. Et ça prouve sa bravoure. Et la reconnaissance à Joseph Kabila, nous ne devons pas nous gâcher, nous voiler la face. Dernier né des ordres professionnels reconnus mondialement, l'Ordre national des architectes en RDC est un événement scientifique, selon Siméon Musindondo. Ce n'est même plus la campagne électorale. L'événement scientifique actuellement, c'est la promulgation par le président de la République de l'Ordre national des architectes. Le Congo est un modèle de développement occidental. À travers le monde, c'est les avocats, les médecins, les pharmaciens, et nous, on manquait les architectes. Donc aujourd'hui, il n'y a pas à dire, parce que j'ai l'habitude de dire ce que les gens pensent qu'on ne peut pas leur dire vraiment. Ça fait mal, mais je dis l'événement au Congo, c'est l'Ordre national des architectes. Pas de confusion à se faire. Tout habitant de la RDC désiré de construire devra désormais obtenir un plan auprès d'un architecte. Bientôt là, c'est une phase transitoire. Nous tous, nous avons maintenant une grande responsabilité de matérialiser cet ordre-là pour que cet ordre soit ancré comme les autres ordres. Parce qu'aujourd'hui, chaque Congolais sait que si je vais en procès, j'ai besoin d'un avocat. Ou bien si je suis malade, j'ai besoin d'un médecin. Donc nous aussi, dorénavant, nous allons commencer à fonctionner comme ça. Que tout Congolais sache, s'il veut construire, le maître d'œuvre au Congo s'appelle architecte. Il n'y a pas deux. Le maître d'œuvre, je dis bien au Congo, c'est lui qui est censé concevoir un projet.
Donc au jour d'aujourd'hui, mes compatriotes doivent savoir, méfiez-vous de tout celui qui apparaîtra. Il n'y a pas 2 maîtres d'œuvre. Mais entre-temps, tous ceux dont j'avais appelé l'arche de Noé qui ne pouvaient pas tout embarquer se retrouveront toujours derrière l'architecte pour accomplir leurs tâches, afin que le pays se développe. La création de l'Ordre national des architectes en RDC est inscrite désormais dans l'histoire. 2e législature de la 3e République sous Joseph Kabila. Patrick Chivava, les sanctions européennes sont retombées encore cette fois-ci. On l'a reconduit pour une année. Vous êtes juriste. Moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que c'est une valeur juridique, ces sanctions-là, ces sanctions de l'Union européenne? Madame, je veux commencer par dire qu'au-delà d'être juriste, j'ai eu mon diplôme de licence en droit international public et relations internationales. Et j'ai eu mon diplôme de 3e cycle en droit. Je me suis spécialisé en droit international, mais les droits internationaux des droits de l'homme, à l'Université de Pretoria. Donc, les sanctions, ça un impact politique. D'abord, c'est au niveau diplomatique que les sanctions existent et c'est pour mettre la pression. Si on continue à sanctionner, c'est qu'on reproche quelque chose aux gens qu'on sanctionne. Donc je pense que le gouvernement congolais doit entrer en contact avec l'Union européenne pour savoir s'il les reproche de quoi et voir comment ils peuvent trouver une entente. En matière diplomatique, il y a toujours moyen de trouver quelque chose, un juste milieu pour que tout se passe bien. Parce qu'en attendant, déjà, on sent qu'un des candidats, donc Emmanuel Ramazani, est-ce que cela aura des retombées s'il devient par exemple président de la République aujourd'hui? Comment ça va se passer puisqu'il a cette épée de Damoclès sur la tête? Non, il y aura absolument rien s'il est président de la République. Okay. Parce que nous avons eu un président de la République sous mandat d'arrêt international de la CPI, Omar El-Béchir. Il est resté, je crois qu'il est même président jusqu'aujourd'hui. Et les mandats continuent à courir. Il n'y aura aucun impact sur le pays si Ramazani passe président de la République et il est sanctionné. Mais par rapport à l'image, par rapport à la diplomatie, par rapport à la politique internationale, ça pourra nous nuire en quelque sorte. Donc Emmanuel Shadari ne pourra pas circuler dans l'espace européen, c'est ça? Est-ce qu'on va l'arrêter ou comment ça va se passer? Parce que les gens essaient de comprendre que si Emmanuel Shadari est sous sanction de l'Union européenne, peut-il se rendre, peut-il avoir une visite officielle en France, par exemple, en Belgique ou ailleurs? Donnez-nous une idée. Déjà il sera considéré d'être un président local. Je vais préciser qu'on ne va pas l'arrêter, parce que la sanction ne parle pas d'arrêt. Mais simplement, il y a aussi un précédent sur la question. Le porte-parole du gouvernement qui est parmi les gens sanctionnés, je crois qu'il est allé voir sa mère. Il a eu un visa, je ne sais pas, humanitaire. Alors, je ne sais pas lorsque le chef de l'État congolais veut aller à l'étranger, ce n'est pas simplement pour l'intérêt du Congo, c'est aussi pour l'intérêt du pays hôte. Donc c'est à eux de voir s'ils ont intérêt ou pas. S'ils ont intérêt envers le Congo et que leur deal, ils doivent le faire avec les représentants de la RDC qui est le chef de l'État, qui est sanctionné, ils chercheront des astuces comment donner un visa. Je vous ai dit que ça relève de la politique internationale, ce n'est pas du droit international. Donc ils peuvent se réunir de commun accord, dire que comme il est passé président de la République, il reste parmi les gens sanctionnés, mais simplement à tel niveau, tel niveau, tel niveau, il n'y a pas de sanction. À tel, on garde les sanctions. Ils pourront voir ce qu'ils vont faire. Mais le plus important, c'est qu'on ne va pas évoluer dans ce système de sanctions parce que ça crée un environnement pas du tout bien pour rien. Moi, je proposerais que le gouvernement congolais, il faudrait aussi oublier les égos. J'ai écouté certaines langues au niveau de la majorité présidentielle qui disent non, on ne va pas négocier, nous aussi on va sanctionner, ils ont bloqué les maisons Schengen et ainsi de suite. Si on évolue dans ce sens-là, on ne va pas régler les problèmes. Nous sommes en matière diplomatique, il faut toujours vous avez fait le droit international, c'est la réciprocité aussi. Oui, c'est ça les problèmes. Lorsqu'on fait les coups sur coups, on entre dans l'affrontement. Mais est-ce que l'affrontement va résoudre les problèmes? C'est la question qu'on doit se poser. Alors qu'en diplomatie ou en politique de manière générale, les accords ne sont pas interdits. Les négociations ne sont pas interdites. Moi, je pense, si c'est déjà fait, c'est bon. Mais si ce n'est pas fait, je pense que le ministre des Affaires étrangères doit chercher comment se peut entrer en contact. Est-ce que c'est une forme de pression par rapport Bien sûr que c'est une pression. À Emmanuel Shadari? C'est une pression. C'est peut-être par rapport au code minier. Beaucoup de gens disent qu'ils veulent frapper par rapport au code minier parce que le code minier est défavorable aux multinationales qui exploitent les minerais en RDC. Lorsqu'il parle de la sanction, il ne parle pas du problème du nouveau code minier. On extrapole, on essaie de réfléchir ensemble. Mais je pense que si le gouvernement veut entamer des négociations avec l'Union européenne, il faudrait d'abord qu'il arrive à garder les causes des sanctions qui sont morales. S'ils veulent sanctionner le gouvernement parce qu'ils veulent faire des bénéfices au détriment du peuple congolais et que le gouvernement refuse, ce n'est pas sérieux. Le gouvernement ne va pas fléchir parce qu'ils veulent faire du bénéfice au détriment du peuple congolais. Ils seront les premiers à dire que le pays n'est pas développé, ils seront les premiers à sortir des rapports pour nous mettre comme les pays les moins développés, excusez-moi du terme, alors que c'est eux qui pillent. Si ils ont des raisons de sanctionner, ça doit être des raisons morales.
C'est seulement comme ça que les gouvernements peuvent entrer en contact avec eux pour qu'ensemble, ils voient comment est-ce qu'ils vont trouver le juste milieu. L'Ordre national des architectes, enfin créé, alors pour vous, votre réaction, c'est une bonne chose? Parce que vous avez déjà votre ordre, hein, des avocats depuis des années. Pour les architectes, c'est aussi une bonne chose, Patrick Tchivava? La loi sur le barreau et les corps de défense judiciaire mandataire est adoptée en 69, donc c'est depuis 69 qu'on existe. C'est quand même une très bonne chose pour nous, on est très bien organisés. Mais les architectes, je pense qu'il y avait aussi nécessité. Parce que nous voyons comment est-ce que les bâtiments, les immeubles pilulent. Et nous voyons des structures. Excusez-moi, le seul frère que j'ai, je suis d'une famille de 2 garçons et 5 filles, donc le seul frère que j'ai est ingénieur civil en construction. Il a fait un polytechnique, ingénieur Francis Tchivava que je salue. Donc je connais quand même beaucoup de choses sur la construction. Nous voyons comment est-ce qu'il y a maintenant de l'anarchie au sein des constructions. Il y a même des maçons qui construisent à plusieurs niveaux. Il y a des maçons qui construisent à plusieurs niveaux, parce que soi-disant il a travaillé avec les Belges. Il a des cheveux blancs, il construit à plusieurs niveaux. Et vous voyez ce truc qui penche déjà. Alors on s'est dit comment on a vu des écroulements. Bon, c'est vrai, même les ingénieurs civils en construction, qui sont spécialistes en béton et en structure, peuvent aussi commettre des erreurs. Mais en termes des pourcentages, ça ne sera pas au même niveau que les gens qui n'ont pas étudié les génies civils. Donc, pour dire que s'ils doivent maintenant s'organiser en structure, en ordre, je pense que ça sera une très bonne chose, surtout pour l'habitat de notre pays, et précisément la ville province de Kinshasa, où on voit beaucoup des immeubles. Donc un gros coucou à Siméon Moussindondo, hein, qui a vraiment s'est battu bec et ongle pour la création de cet ordre des architectes. Je crois que chose faite, et la ville va aujourd'hui, en tout cas, avoir sa plus belle robe, en tout cas revêtir sa robe d'antan, la ville de Kinshasa. Nous allons parler maintenant du docteur Mukwege, que moi j'appelle affectueusement la fierté nationale. Vous le savez, le docteur Mukwege a reçu le prix Nobel, en tout cas officiellement, cette semaine à Oslo, en Norvège. Vous avez vu comment la population de Norvège a, comment je peux dire, vraiment félicité d'une façon solennelle, même vraiment il y avait beaucoup d'émotions par rapport au docteur Mukwege. Et comme on le dit, malheureusement, on n'est pas toujours prophète chez soi. Chez nous, ça a été presque vraiment un événement passé comme ça, sans impact chez nous, mais à l'extérieur du pays. Au moins, on a parlé de la RDC, que ce soit en bon ou en mauvais, comme on dit en marketing. L'essentiel est qu'on parle un peu de la RDC, on sache un peu ce qui se passe en RDC. Et évidemment, son discours qui a été poignant, un discours choc, un discours vraiment pour changer les choses. Nous suivons ce condensé pour le docteur Mukwege. Comme les démontrent ces images, le réparateur de femmes en RDC, Dr Denis Mukwege, a été honoré ce lundi 10 décembre à Norvège. Il a officiellement bénéficié de la reconnaissance mondiale. C'était en présence de plusieurs personnalités du pays, mais aussi de la famille royale. Denis Mukwege et Nadia Mourad ont reçu leur diplôme de mérite pour récompenser leur combat contre les violences faites aux femmes. Ainsi, ce prix Nobel de la paix 2018 est le destin croisé de 2 fortes personnalités qui refusent de se taire. Soulignons que le prix Nobel reçu ce jour inclut une médaille d'or, un diplôme et un chèque de 1 million de dollars. Pour rappel, les gynécologues congolais soignent depuis plus de 20 ans dans le Sud Kivu les femmes victimes de violences sexuelles. Fondateur de l'hôpital de Pandi au Sud Kivu, Denis Mukwege est reconnu comme spécialiste mondial du traitement de fustiles. Pour honorer ces dignes fils du pays, des panneaux et écrans géants seraient érigés dans certains coins stratégiques des différentes villes du pays. C'est avec douleur que le docteur Denis Mukwege a reçu officiellement le prix Nobel de la paix 2018. Le gynécologue, qui semble parler avec tout son cœur, a retracé les calvaires des populations congolaises durant des décennies, marquées par les violences sexuelles qui ont atteint une atrocité au point d'humilier, dit-il, le peuple congolais. Denis Mukwege a en outre dénoncé ce qu'il considère comme l'indifférence de la communauté internationale face au massacre devenu mode de vie en RDC. Fermer les yeux devant les drames, c'est être complice. Ce ne sont pas seulement les auteurs de violences qui sont responsables de leurs crimes, mais aussi ceux qui choisissent de détourner les regards. Mon pays est systématiquement pillé, pillé pour leurs richesses et leur gloire, pillé aux dépens de millions d'hommes, de femmes et d'enfants innocents,
abandonné dans une misère externe, le peuple congolais est humilié, maltraité, massacré depuis plus de 2 décennies au vu et au su de la communauté internationale. Avec ce prix Nobel de la paix, j'appelle le monde à être témoin et je vous exhorte à vous joindre à nous pour mettre fin à cette souffrance qui fait honte à notre humanité commune. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Notons que le réparateur des femmes a dédié le prix Nobel de la paix 2018 à toutes les victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo. Ce dernier dossier, mesdames et messieurs, c'est en l'honneur du docteur Mukwege. Je crois que même Congo Web Télévision félicite ce médecin qui a mis en exergue, en tout cas, ce qui se passe en République démocratique du Congo. C'est parmi ceux qui ne veulent pas se taire par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Il a dit, en tout cas, l'indifférence de la communauté internationale. Pour vous, la communauté internationale aussi, Patrick Tchivava, est complice de ce drame à l'est de la RDC? La plupart des doctrineurs ont l'habitude de dire, ce qui se passe en RDC depuis maintenant, disons, à peu près 20 ans, c'est le plus grand massacre qu'il y a eu à l'humanité après les massacres des Juifs. Nous avons perdu beaucoup de nos frères et nous continuons toujours à le perdre. Si on n'avait pas eu des gens comme le docteur Denis Mukwege, on allait perdre beaucoup aussi de nos sœurs et de nos mères. Parce avec les fistules, avec les viols qui occasionnent des fistules. Il y a des gens qui ont choisi l'atrocité comme arme et on ne sait rien faire. Personnellement, j'ai dit toujours mieux vaut tard que jamais. Parce que moi, je voyais le docteur Denis Mukwege prix Nobel lorsqu'on a donné à Obama. Je l'ai vu prix Nobel lorsqu'on a donné à l'Union européenne. Et maintenant, finalement, il a eu ce qu'il méritait bien. Et je suis très content et je les félicite à Mais les mauvaises langues disent que c'est un prix des impérialistes et tout, que le docteur Mukwege, de toutes les façons, qu'est-ce qu'il fait de si grand? Peut-être que d'autres aussi, ici en RDC, qui combattent l'Ebola peuvent avoir ce prix Nobel, comme le docteur Muyambo et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait de si extraordinaire pour qu'on lui octroie un prix Nobel? Mais ils ne peuvent pas avoir les prix les mêmes jours. Ils ne peuvent pas avoir le prix. Moi, je ne suis pas contre le docteur Mouyembe, je le félicite aussi, c'est quand même un grand homme, il nous a honorés partout. À tel point que lorsqu'il y a Ebola, on vient à qui on cherche le docteur Mouyembe. Parmi les experts. C'est vraiment un grand homme. Mais je pense que les prix doivent venir progressivement. On ne va pas attendre que tout le monde obtienne les prix le même jour. Mais les autres qui trouvent les moyens de dénigrer ces titres honorifiques que l'un de nos frères a eu, qui honore tout un pays au niveau international. Le docteur Mukwege exploite cela en sa faveur, il exploite ces violences pour dire que non, c'est moi qui fais, c'est moi. Non, mais il exploite comment? Il exploite comment? Il est le leader. Tous les documentaires que nous avons vus, on n'a pas montré que le docteur Mukwege, comme médecin de Panzi. Je suis déjà arrivé à Panzi, il n'y a pas que le docteur Mukwege qui est médecin là-bas. Mais il est le leader, c'est normal, il est l'image emblématique de cette lutte. Alors, peut-être les gens qui sont parmi les délinquants, excusez-moi, c'est-à-dire les auteurs de ces atrocités, ils se sentent un peu vexés qu'on les signale, malgré que vous avez ignoré l'importance de la vie humaine. Il y a des gens qui connaissent encore cette importance. Alors, je ne vois pas pourquoi, c'est comme un dicton qui dit par rapport aux Congolais, que Dieu avait demandé à un Congolais qui lui demande quelque chose, il fera le double à son prochain. Et le Congolais a demandé qu'on coupe une main. Comme ça, on coupera 2 à son prochain. Parce que je ne peux pas tolérer que son prochain ait le double des positifs que lui. Ce n'est pas sérieux. Tous les pays du monde honorent leurs citoyens qui sont prix Nobel. Quand ça tombe pour le Congo, on veut dire que c'est impérialiste, on veut dénigrer les prix. Et vous comprenez ce silence-là, parce que moi j'ai suivi son discours qui a été retransmis dans les plus grandes télévisions du monde. Je me permets de les citer, retransmis sur France 24, sur TV5, sur CNN, même sur la télévision sud-africaine, télévision japonaise. Mais chez nous, la RTNC et les autres, c'était le silence total, le blackout total, comme si le docteur Mukwege n'existait même pas. Comment moi j'ai mis la chaîne nationale pendant qu'on transmettait l'événement. Je m'étais dit, bon, que je suive ça chez nous, c'est mieux. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un match de basket qui passait.
Je me suis dit, ça c'est vraiment les sommets de la honte. Mais on ne sait rien dire parce qu'ils ne savent pas que lorsqu'ils ne transmettent pas l'événement, d'autres personnes, d'autres cieux cherchent à suivre ça, par exemple sur la RTNC, qu'ailleurs, ils constatent qu'il n'y a rien. Bon, je me dis qu'on n'a rien à faire, on ne peut que constater jusqu'à ce qu'on même les télés africaines, d'autres télés africaines ont retransmis, au Mali, au Burkina Faso, même au Rwanda on a retransmis, parce que moi j'ai vraiment fait le monitoring pour suivre cet événement, et chez nous c'était le silence. Nous avons perdu le sens du patriotisme de notre pays, nous sommes beaucoup plus axés dans les sentiments, dans le fanatisme. Et nous savons tous que la chaîne nationale de notre pays est beaucoup plus axée sur le pouvoir ou la structure politique du pouvoir. Est-ce que vos éléments passent à la RTNC? Jamais. Je ne connais pas un jour où mon élément est passé à la RTNC. Et je préfère même ne pas les faire passer parce que ça ne sert à rien. Ils vont peut-être monter, ils ne vont pas traduire fidèlement ce qu'on a voulu dire. Mais simplement, je pense qu'à certains niveaux, il faut oublier la politique. Il y a un Congolais qui a eu un prix Nobel. Le Congo est né en 1885 et jusqu'à aujourd'hui, c'est le seul Congolais qui a un prix Nobel. C'était à fêter. Mais bon, on a constaté ce qui s'est passé. Mais simplement, c'est la preuve que le pays va mal. Parce que lorsque le pays va bien, on va fêter lorsqu'il y a des bonnes choses. Mais lorsque quelque chose de bien arrive et qu'on constate comme si c'était quelque chose d'extraordinaire, d'anormal, c'est la preuve que le pays va très mal et que la RTNC doit nous montrer que le Djalelo, les louanges, et rien de concret. Lorsqu'il y a quelque chose de positif qui arrive, c'est tellement rare et que ça lance tellement le message d'échec pour les gens que la RTNC sert, alors ils préfèrent ne pas le montrer. Voilà. En Afrique, il y a eu les prix Nobel en Afrique du Sud et au Nigeria, le prix Nobel de littérature, ou les Soyinka au Nigeria. Et en Afrique du Sud, il y avait Desmond Tutu, Nelson Mandela, Frédéric de Klerk. Donc il y a eu quand même des prix Nobel en Afrique. Mais pour la RDC, c'est le tout premier. Et pour moi, je l'aurais dit et je l'assume. C'est vraiment une fierté nationale. Tchivava, nous sommes presque à la fin. Un dernier mot pour nous dire au revoir. Et RDV le 23 décembre, hein, avec Osamav, nous allons voter le 23. Voilà. Je vais m'adresser précisément à mes électeurs, les habitants de Limete, Lemba, Ngaba, Matete et Kisenso. Votre frère est candidat à l'élection nationale au numéro 111, au Moamba, et à l'élection provinciale au numéro 23. Je pense que nous devons voir les bons côtés des choses, parce qu'en fait, on s'est réapproprié de notre pouvoir de nous choisir les gens qui vont nous représenter à très haut niveau. Et aussi, nous avons l'opportunité de sanctionner ceux qui ne nous ont pas représentés. Au lieu de les faire, ils ont représenté leurs intérêts, les intérêts de leur famille. Alors, je demanderai à tout le monde de voter pour moi le dimanche 23 décembre, que chacun arrive dans son bureau et vote pour Patrick Chivava, qui est le candidat ADN numéro 111 au national. Et c'est les Christians vont voter 2 fois, parce qu'ils me votent au national 111 et me votent à la provinciale 23. Alors, je vais peut-être m'adresser à Corneille Nangaa pour la fin, parce que c'est de lui qu'il s'agit, il est président de la CENI, c'est lui qui mène la CENI. Je vais lui prodiguer un petit conseil, parce qu'apparemment il est en train de vouloir se laisser traîner par les politiques. Si les choses bardent, personne ne va voir les politiques, on va voir Corneille Nangaa. Alors faites un très grand effort. Je ne le dis pas pour rien, parce que nous avons un petit groupe là dans notre parti, l'ADN, des jeunes, des plus jeunes que moi. Il s'est fait appeler les soldats, les soldats du renouvellement. C'est comme ça qu'ils s'appellent. Ils luttent pour le renouvellement, ils discutent sur le renouvellement. C'est un groupe de jeunes intellectuels. Ce n'est pas un mouvement citoyen, mais c'est un petit groupe qui se trouve au sein du parti. Ils ont tendance à chanter une chanson. Parce que la plupart d'entre eux sont des gens du Moamba comme moi. Nous connaissons Corneille Nangaa, il est du Moamba, nous connaissons sa maison, nous connaissons sa belle famille, nous connaissons là où il a grandi. Il est notre frère. Alors, ils ont tendance à chanter une chanson qu'on a tendance à utiliser en sport. Ils disent toujours Corneille Nangaa arbitre te ebindako. Donc pour dire que tout le peuple congolais est en train de voir. C'est pas l'apologie de la violence. Hein, non, ce n'est pas pour violenter quelqu'un. Personne ne va violenter Corneille Nangaa au Moamba, ça c'est sûr. C'est chez lui, il a passé toute sa vie là-bas, tout le monde le connaît là-bas. Il est notre frère. Merci. Mais il doit oublier les politiques et se concentrer sur la technique. Nous organiser les élections et nous produire des résultats fiables. La CENI est une institution indépendante qu'on a dit. Merci donc à Patrick Chivava d'être passé à la barre. L'expression est consacrée. Nous nous acheminons vraiment vers la fin de l'année et vers les élections qui se tiendront le 23 décembre avec Osamav. Les élections doivent se tenir. Merci donc à toute l'équipe technique. Merci à Maurice Gigandou et à Alain Bolikango, le petit-fils de Bolikango, que j'aime bien citer. Merci à Agla.
Et merci en tout cas à vous tous, chers téléspectateurs et téléspectatrices fidèles de Congo Web Télévision et à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité. Et RDV Prix, le 23, c'est ça? 23 décembre 2010. Jour fatidique. Nous y serons. Au revoir et à dimanche. Au revoir.